Et si une crise énergétique mondiale venait en réalité révéler un tout nouvel équilibre de pouvoir en Afrique du Nord, une crise que certains subissent déjà de plein fouet, pendant que d'autres semblent s'y adapter presque naturellement? Et si, au moment précis où certains pays commencent à vaciller sous la pression du gaz, entre pénurie, restrictions et tensions internes, l'Algérie faisait exactement l'inverse? Pas en résistant simplement, mais en transformant cette situation en avantage stratégique. Mais le plus surprenant reste ailleurs. Pourquoi une intervention discrète, venue d'Europe, presque silencieuse, pourrait-elle, à elle seule, changer complètement la dynamique en cours? Avant d'aller plus loin, écris juste en commentaire. Rien n'est jamais joué d'avance. Et dis-moi franchement, selon toi, cette crise représente une opportunité à saisir ou un danger qui pourrait encore s'aggraver? Tout commence par une tension presque invisible au début, comme un déséquilibre léger que peu de gens prennent vraiment au sérieux. Rien d'alarmant en apparence, juste quelques variations, quelques signaux discrets dans les marchés. Puis progressivement, cette tension s'intensifie. Une hausse lente, presque maîtrisée, qui finit par devenir brutale. Les prix du gaz commencent à s'emballer, dépassant les seuils habituels, entraînant avec eux une réaction en chaîne. Les marchés s'agitent, les prévisions deviennent incertaines, et ce qui semblait encore stable quelques semaines plus tôt devient soudainement fragile. Dans certains pays, les premières conséquences apparaissent rapidement, pas sous forme d'effondrement immédiat, mais à travers des décisions concrètes. Des restrictions énergétiques sont mises en place. Des secteurs commencent à ralentir. Certaines activités sont limitées, parfois même suspendues temporairement. Ce sont des ajustements au départ, mais ils traduisent une pression bien réelle. Des fermetures apparaissent ici et là, des horaires réduits, des choix difficiles imposés par une réalité qui ne laisse plus beaucoup de marge, et surtout une inquiétude qui s'installe, lentement mais sûrement, dans les équilibres économiques et sociaux. Et dans ce climat tendu, où chaque décision devient stratégique, où chaque ressource compte, un pays attire soudainement l'attention, l'Égypte. Confrontée à une pression énergétique croissante, elle se retrouve face à une réalité qui ne peut plus être contournée. Pendant longtemps, l'équilibre tenait, parfois de justesse, parfois grâce à des ajustements constants. Mais dans un contexte où les prix explosent et où les flux deviennent instables, cet équilibre commence à montrer ses limites. Car derrière les apparences, une fragilité apparaît, une dépendance qui devient de plus en plus difficile à gérer, surtout lorsque les conditions extérieures changent brutalement. Un système qui reposait sur des équilibres précis, mais qui commence à se fissurer sous la pression. Et lorsque ces deux éléments se combinent, la marge de manœuvre se réduit rapidement. Les décisions doivent être prises plus vite, les ajustements deviennent plus urgents. Ce qui pouvait être géré sur le long terme doit désormais être traité dans l'immédiat. La réalité s'impose sans détour. Et surtout, une urgence s'installe. Pas une urgence médiatique ou ponctuelle, mais une urgence structurelle, celle qui oblige à réagir, à prioriser, parfois à sacrifier certaines options pour en préserver d'autres. Dans ce contexte, chaque jour compte, chaque retard peut aggraver la situation et chaque erreur peut coûter encore plus cher. Car dans ce type de crise, le temps devient un ennemi, pendant que certains tentent de limiter les dégâts, de contenir une crise qui leur échappe progressivement. Ailleurs, une dynamique totalement différente commence à se dessiner. Pas dans le bruit, pas dans l'urgence visible, mais dans une approche plus calme, plus posée, presque en décalage avec l'agitation générale. Alors que certains réagissent dans la précipitation, cherchant des solutions immédiates pour stabiliser une situation devenue instable, d'autres prennent du recul. Ils ne subissent pas le rythme imposé par la crise. Ils l'observent. Et dans ce contexte, un pays adopte une posture particulière. Il observe attentivement, sans se précipiter. Il analyse chaque mouvement, chaque évolution du marché, chaque réaction des autres acteurs, et surtout, il agit différemment. Pas dans la panique, pas dans la réaction immédiate, mais dans une logique plus stratégique, plus réfléchie, où chaque décision semble s'inscrire dans une vision plus large. Ce contraste devient de plus en plus visible. D'un côté, une gestion sous pression, de l'autre, une gestion sous contrôle. D'un côté, des ajustements subis, de l'autre, des choix assumés. Et ce décalage commence à attirer l'attention. Pourquoi l'Algérie ne réagit-elle pas comme les autres? La question s'impose presque naturellement lorsque l'on observe le contraste, là où certains subissent, ajustent, dans l'urgence, tentent de limiter les pertes, l'Algérie semble évoluer dans un rythme différent, comme si elle n'était pas prise au piège de la même pression.
Pourquoi cette crise semble-t-elle, d'une certaine manière, jouer en sa faveur? Ce n'est pas une impression superficielle. C'est un décalage réel dans la manière de répondre à la situation. Alors que l'instabilité fragilise certains équilibres, elle ouvre ailleurs des opportunités. Et ce qui apparaît comme un problème pour certains peut devenir un levier pour d'autres. Mais est-ce simplement une question de ressources? Est-ce uniquement parce que l'Algérie dispose de gaz, de capacités de production et d'un positionnement énergétique avantageux? Ou est-ce que la réponse va plus loin? Parce que si c'était uniquement une question de ressources, tous les pays producteurs réagiraient de la même manière. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui se joue ici semble dépasser la simple logique de production ou d'exportation. Il y a une dimension stratégique, une manière de lire la crise non pas comme un obstacle, mais comme un moment de repositionnement, une capacité à anticiper les besoins, à comprendre les tensions du marché et à adapter ses décisions en conséquence. Là où certains cherchent à survivre à la crise, d'autres cherchent à en redéfinir les règles, parce qu'au fond, ce que l'on observe n'est pas simplement une crise énergétique. C'est une reconfiguration des rapports de force, une redistribution des cartes, où chaque acteur tente de renforcer sa position, d'élargir son influence, ou simplement de ne pas perdre du terrain. Et dans ce type de moment, ceux qui comprennent le plus tôt ce changement de dynamique prennent souvent une longueur d'avance. Dans les grandes crises, il existe toujours deux types de réactions. Ceux qui subissent et ceux qui anticipent. Les premiers sont souvent pris de court, contraints de réagir dans l'urgence, de s'adapter à une réalité qui leur est imposée. Ils avancent dans un environnement instable où chaque décision est dictée par la nécessité immédiate, sans véritable marge pour construire sur le long terme. Les seconds, en revanche, ne se contentent pas de répondre à la crise. Ils l'avaient en partie envisagée. Ils ont observé les signaux faibles, analysé les tendances et surtout compris que ce type de situation finit toujours par arriver. Leur avantage ne vient pas seulement de leurs ressources, mais de leur capacité à lire le futur avant qu'il ne devienne évident pour tous. Et parfois, ce sont justement ces acteurs-là qui semblent les plus calmes, les plus stables en apparence. Non pas parce qu'ils sont épargnés par la crise, mais parce qu'ils en ont déjà intégré les effets possibles. Ils ne donnent pas l'impression de courir après les événements. Ils les accompagnent, les orientent, parfois même les exploitent. Ce calme apparent peut être trompeur pour ceux qui regardent de l'extérieur. On pourrait croire à une simple résistance, à une position confortable, mais en réalité, il s'agit souvent d'une compréhension plus profonde des mécanismes en jeu, une lecture stratégique qui dépasse l'instant présent. Car le vrai pouvoir, dans ce type de contexte, ne réside pas dans la capacité à éviter la crise. Aucune puissance, aucun pays ne peut réellement s'en extraire totalement. Les crises font partie du système, elles sont inévitables, cycliques, parfois même nécessaires pour redéfinir les équilibres. Le vrai pouvoir, c'est de savoir l'utiliser, savoir transformer une contrainte en opportunité, savoir tirer avantage d'un déséquilibre, savoir avancer pendant que d'autres hésitent. C'est dans ces moments-là que se révèlent les différences, non pas entre les plus forts et les plus faibles, mais entre ceux qui comprennent la logique du jeu et ceux qui la subissent encore. Et c'est exactement ce que montre la stratégie algérienne dans ce contexte sous tension. Là où beaucoup auraient choisi de ralentir, de sécuriser leur position en attendant que la tempête passe, elle fait le choix inverse. Elle s'adapte, rapidement, mais sans précipitation, avec une lecture qui semble déjà intégrer les prochaines étapes, comme si la crise n'était pas seulement un moment à gérer, mais un espace à exploiter. Au lieu de subir les fluctuations du marché, elle repositionne ses leviers. Elle ne suit pas simplement le mouvement global, elle cherche à en tirer parti, à s'y insérer de manière avantageuse. Ce n'est pas une réaction instinctive, mais une construction progressive où chaque ajustement répond à une vision plus large. Les marchés deviennent alors un terrain stratégique. Pas seulement un lieu d'échange, mais un espace où se joue une partie bien plus complexe. Les décisions prises ne se limitent même pas à vendre ou produire. Elles s'inscrivent dans une logique d'influence, de présence, de consolidation. Les partenaires, eux aussi, prennent une importance particulière. Dans un moment où tout le monde cherche à sécuriser ses approvisionnements, les relations deviennent des leviers décisifs. Chaque rapprochement, chaque accord, chaque signal envoyé a un poids. Rien n'est laissé au hasard, car dans ce type de contexte, le choix des alliances peut redéfinir des équilibres sur le long terme. Et puis, il y a le timing, peut-être l'élément le plus déterminant. Savoir quand agir, quand attendre, quand accélérer. Trop tôt, et l'impact est limité. Trop tard, et l'opportunité disparaît. Mais au bon moment,
tout peut basculer. C'est dans cet équilibre que se dessine la stratégie, une succession de décisions qui, prises isolément, peuvent sembler ordinaires, mais qui, mises bout à bout, révèlent une cohérence, une direction. Chaque mouvement semble répondre à une logique précise, pas seulement pour gérer le présent, mais pour préparer ce qui vient ensuite. Et dans un environnement aussi instable, cette capacité à structurer l'incertitude devient en elle-même une forme de puissance. L'Italie. Pourquoi l'Italie s'implique-t-elle maintenant? La question semble évidente, mais la réponse l'est beaucoup moins. Dans un contexte où chaque mouvement est scruté, chaque décision analysée, cette intervention soulève immédiatement des interrogations. Quels sont les véritables objectifs derrière cette entrée en scène? Cherche-t-elle simplement à sécuriser ses approvisionnements énergétiques ou vise-t-elle un rôle plus stratégique dans la redistribution des pouvoirs régionaux? Que cherche-t-elle réellement? Les apparences peuvent être trompeuses. L'Italie ne se contente pas de se positionner en simple partenaire commercial ou intermédiaire discret. Son approche suggère une lecture plus fine du contexte, une volonté de peser sur les décisions clés et de se placer au cœur des négociations avant que certaines dynamiques ne deviennent irréversibles. Chaque initiative, chaque geste diplomatique semble réfléchi, calibré pour maximiser son influence, sans provoquer de réaction trop visible, et surtout, pourquoi ce timing précis? Le moment n'est jamais choisi au hasard dans ce genre de crise. L'Italie intervient à un point où la tension est maximale, où les marchés sont instables et où les acteurs régionaux commencent à ajuster leur position. C'est exactement le moment où son intervention peut produire un effet multiplicateur, redéfinir les équilibres et orienter les décisions à venir. Un timing parfaitement calculé pour tirer avantage d'une situation en flux tendu sans se retrouver coincé dans les ajustements précipités des autres. Car dans ce type de situation, rien n'est jamais un hasard. Chaque geste diplomatique, chaque accord signé ou négocié, chaque déplacement discret contribue à une stratégie globale. Même les silences, les pauses, les hésitations apparentes font partie d'un jeu plus large où la patience et l'analyse valent souvent plus que la précipitation. Dans ce contexte, le rôle de l'Italie n'est pas seulement d'agir, mais de façonner la manière dont les autres acteurs vont réagir et de s'assurer que sa position restera centrale lorsque les conséquences de la crise commenceront à se déployer pleinement. Parce que si les équilibres changent, alors les alliances aussi. Rien n'est figé dans ce type de contexte. Les partenariats, que l'on pensait solides, peuvent être réévalués, ajustés, parfois même remis en question sans annonce officielle. Ce qui comptait hier peut perdre de son importance aujourd'hui, et ce qui semblait secondaire peut devenir central en l'espace de quelques décisions. Dans un environnement aussi instable, la fidélité aux alliances traditionnelles laisse souvent place à une logique plus pragmatique. Les États ne raisonnent plus uniquement en termes d'histoire ou de proximité, mais en fonction d'intérêts immédiats, de besoins urgents et d'opportunités à saisir. Ce glissement est discret, mais il est réel, et il redéfinit progressivement les relations entre les acteurs. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que ces changements ne sont pas toujours visibles immédiatement. Ils se manifestent à travers des signaux faibles. Un accord retardé, une négociation réorientée, une priorité donnée à un partenaire plutôt qu'à un autre. Des détails en apparence, mais qui traduisent en réalité une transformation plus profonde. Et dans un monde sous pression énergétique, cette logique devient encore plus marquée. Les intérêts passent avant tout, avant les discours, avant les engagements passés, avant même certaines positions officiellement défendues, parce que lorsque les ressources deviennent stratégiques, lorsque l'accès à l'énergie conditionne la stabilité économique et sociale, les choix deviennent plus directs, plus assumés. Les décisions se prennent en fonction de ce qui garantit le plus de sécurité, le plus de stabilité, le plus d'avantages à court et moyen terme. Dans ce contexte, la confiance devient relative, les alliances deviennent flexibles, et chaque acteur doit constamment réévaluer sa position, non pas en fonction de ce qui était, mais de ce qui est en train de devenir. C'est dans cette zone d'incertitude que le doute s'installe, pas un doute visible ou déclaré, mais un doute stratégique, celui qui pousse à observer davantage, à parler moins et à agir avec encore plus de précision. Et toi, prends un instant, éloigne-toi du bruit, des analyses rapides, des certitudes affichées, et pose-toi une question simple. Une question que peu de gens prennent réellement le temps d'explorer jusqu'au bout. Qui profite réellement de cette crise? Pas seulement en apparence, pas seulement dans l'immédiat, mais en profondeur.
Qui voit sa position se renforcer pendant que les autres tentent simplement de survivre? Qui transforme cette instabilité en levier, en opportunité, en avantage durable? Parce que dans chaque crise, il y a toujours des gagnants, mais ils ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Et maintenant, va encore plus loin. Qui est en train de perdre sans encore le réaliser? Ceux qui pensent encore contrôler la situation. Ceux qui croient que les équilibres vont revenir à la normale, ceux qui n'ont pas encore compris que les règles du jeu sont en train de changer. Car le plus dangereux dans ce type de moment, ce n'est pas la crise elle-même, c'est le décalage entre la réalité et la perception. Continuer à avancer avec une lecture dépassée alors que tout évolue autour, et c'est là que tout se joue, dans cette capacité ou cette incapacité à voir ce que les autres ne voient pas encore. Car derrière les chiffres, derrière les annonces, derrière les déclarations qui se succèdent et donnent l'impression d'un contrôle permanent, une autre réalité est en train de s'installer. Plus discrète, moins visible, mais beaucoup plus déterminante. Une réalité qui ne se mesure pas uniquement en prix ou en volume, mais en influence, en positionnement, en capacité à peser sur ce qui vient ensuite. Un nouvel équilibre est en train de se construire. Pas dans le bruit, pas dans l'urgence, mais dans un mouvement lent, presque imperceptible pour ceux qui regardent en surface. Chaque décision, chaque repositionnement, chaque alliance redessinée vient ajouter une pièce à ce nouvel échiquier. Lentement, mais sûrement. Et dans ce type de transformation, ce ne sont pas les actions les plus visibles qui comptent, mais celles qui s'inscrivent dans la durée. Celles qui préparent le tikkun tu par le terrain pendant que l'attention est ailleurs. Et ce que l'Algérie est en train de faire pourrait bien dépasser cette crise, pas seulement en termes d'énergie, pas seulement en termes d'opportunités immédiates, mais dans une logique plus large où chaque mouvement actuel pourrait influencer les équilibres de demain.